Des ondes vocastes, les archives. Première partie sur l'histoire de Fun Radio. L'histoire de Fun Radio est trop méconnue et pourtant passionnante, mais assez longue aussi. C'est pourquoi nous allons vous la raconter en plusieurs parties. Tout au long de l'été 2020, vous retrouverez chaque mois la suite sur notre série sur l'histoire de Fun Radio. Et j'aurai à chaque fois à mes côtés Olivier Audou pour nous raconter cette page importante de l'histoire radiophonique. Pour rappel, Olivier, tu es journaliste sur la lettre pro de la radio. Tu es aussi le créateur du site choup.fr, site consacré à l'histoire des radios FM. On fête en effet les 20 ans de Choup cette année. On a désormais plus de 6000 radios référencées. Et pour l'anecdote, ma passion pour la radio et donc de la création de Choup, eh bien, elle est venue de Fun Radio. Et le réseau Fun a connu des débuts chaotiques. Alors forcément, pour parler de sa création, on va devoir resituer le contexte. Le début des radios libres dans les années 80, l'autorisation de la pub en 1984, et par la même occasion, les énormes enjeux autour de la création de réseaux, de franchises. Et c'est au cœur même d'Énergie, un des plus ambitieux réseaux en devenir que va être créé Fun. On a retrouvé l'un des 3 fondateurs de Fun Radio. Il s'agit de Éric Péchadre. Éric a fondé en 1985 Fun Radio dans le sud de la France avec Pierre Lattès et Jean-Baptiste Blanchemin. Bonjour Éric. Bonjour. Pour planter un peu le décor, on est au début des années 80. Vous avez seulement 28 ans et vous êtes déjà entrepreneur à la tête d'une entreprise de 120 employés. Vous faites à l'époque des journaux gratuits, de petites annonces dans les grandes villes du sud de la France. Donc, 2 jours après l'élection de François Mitterrand en 1981, vous décidez de revendre tous vos journaux gratuits pour investir dans la radio, alors même que la publicité n'était pas encore autorisée. Et donc, vous commencez à monter des associations un peu partout dans le sud de la France pour obtenir des fréquences un peu partout dans toutes les grandes villes. Donc, vous aviez commencé à monter des radios, mais vous ne pouviez pas encore faire de la publicité jusqu'en 1984. Il faut savoir que quand on a créé des radios, nous, on a créé des radios pour être des supports publicitaires. On créait des supports de pub. Et en 84, enfin, la publicité est officiellement autorisée, vos radios deviennent commerciales et vous développez enfin, de manière tout à fait légale, la publicité et sur votre réseau de radios dans le sud de la France. Et surtout de manière très très rapide, parce que comme avant, j'avais un certain nombre de journaux gratuits, les directeurs de ces journaux m'ont quasiment tous rejoints et donc on a pu bâtir une force de vente quasiment immédiate qui nous a mis très nettement en avance. Donc vous êtes leader en termes de revenus publicitaires dans pas mal de villes sur lesquelles vous émettez avec vos radios indépendantes. Et alors pourquoi vous décidez de vous rapprocher de Énergie ? On avait quand même un peu épuisé nos moyens financiers en exploitant des radios et en les faisant vivre comme des radios assez professionnelles, parce qu'il fallait quand même être professionnel pour avoir de l'audience, donc avoir du bon matériel, avoir des bons compresseurs, des bons émetteurs, avoir des antennes bien placées, etc. Donc on avait quand même pas mal de frais. C'était des frais que je supportais en grande partie seul avec Jean-Baptiste. Au départ, les 3 premières années, la pub n'était pas là, donc c'était à fond perdu en fait. C'était quasiment à fond perdu. Les recettes publicitaires, tant que la pub n'a pas été autorisée, couvraient 10 ou 15% de nos dépenses mensuelles. Donc c'était vraiment ridicule. Et on est arrivé un peu au bout du trésor de guerre de la vente des journaux gratuits. Et à ce moment-là, on s'est rapproché d'un groupe de presse quotidienne régionale du Languedoc-Roussillon qui était Midi Libre, où on s'est associé avec eux dans le développement de la radio. Très rapidement, quand la pub a été autorisée et que Midi Libre a vu que les commerciaux qu'on avait faisaient vraiment de l'ombre aux commerciaux de la presse quotidienne et aux commerciaux de leur presse gratuite, je me souviens d'une réunion avec le président de Midi Libre à l'époque qui m'a expliqué que bon, c'était très bien, mais qu'il fallait pas quand même qu'on en fasse trop parce que ça allait être dommageable au budget des quotidiens. Mais moi, j'étais pas associé dans les quotidiens avec lui, j'étais associé dans la radio. On allait être bridé dans le développement du marché publicitaire et ça m'allait pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'avais toujours un plein de fréquences dans des villes où j'avais des fréquences en double. Donc, ce que j'ai fait, c'est que finalement, j'ai vendu toutes les radios qui étaient en exploitation à Midi Libre. J'ai repris ma liberté vis-à-vis d'eux. J'aurais laissé toutes les radios qui existaient à l'époque, c'était Radio Alligator à Montpellier, Radio Corail à Narbonne, Radio 11. Enfin bon, il y avait des radios un peu partout. J'ai repris ma liberté. J'avais préparé mon coup, en fait, en allant voir un garçon qui s'appelait Pierre Lattès, qui était le responsable du réseau, du développement du réseau Énergie. Énergie était certainement la radio qui était le plus sur ce que je sentais intéressant pour capter le marché publicitaire qui nous intéressait en local. On a rompu avec Midi Libre et là je suis retourné voir Jean-Baptiste en lui disant écoute, j'ai toujours une flopée de fréquences disponibles. Moi, ce que je te propose, c'est on va signer un contrat de franchise
de master franchise avec Énergie pour la partie sud, et on va lancer des stations énergie à partir des fréquences qu'on a. On a investi, on a lancé des énergies un peu partout, mais je rappelle qu'à l'époque, c'était toujours on recevait des playlists par fax. On avait des bobineaux d'énergie, on avait lancé des stations énergie un peu partout, mais qui étaient nos stations à nous, absolument pas celles de Baudecroux. Pierre Lattès était le responsable de la régie publicitaire de Énergie au niveau national, en charge de développer le réseau, c'est ça? Voilà, et donc, il vous donne l'autorisation pour cette master franchise pour développer vos stations énergie dans le sud de la France. Voilà. Il s'étonne de vos très bons résultats en indépendant. Il y croyait, il était pas surpris que ça marche, quoi. Hein. C'est pour ça qu'il s'était battu pour qu'on ait une master franchise et non pas deux ou trois radios, parce qu'au départ, Baudecroux voulait nous donner simplement Bordeaux, Toulouse. Bon, moi, ça m'intéressait pas de laisser le champ libre à Midi Libre. Et donc, je rencontre Baudecroux qui m'explique qu'il est étonné de ce que lui raconte Lattès. Et en fait, vous recevez une proposition donc en septembre 84 pour travailler à Énergie directement à Paris. J'ai accepté sous deux conditions. La première condition, c'était que je garde toutes mes radios en province. C'était tous mes anciens directeurs commerciaux qui étaient à la tête de toutes les régions, donc ça m'allait très bien. Et c'était un beau challenge d'aller essayer de monter une bonne régie locale à l'époque, hein, parce que finalement on cherchait à vendre de la pub pour Énergie Paris. Il y avait pas de réseau, il y avait pas de pub nationale. C'est seulement après où on a commencé à vendre de la pub nationale. Mais au début, c'était surtout de la pub locale qui était vendue. Donc ma condition c'était je garde mes radios, je suis à Paris 4 jours par semaine. Et deuxième et troisième truc, je suis pas rémunéré, j'ai pas de fixe. Tu payes tous mes frais et ensuite de ça, je suis rémunéré avec un pourcentage du chiffre d'affaires que je ramène. Et on se met d'accord, je crois, sur 1% du chiffre d'affaires ou 2% du chiffre d'affaires. Alors assez rapidement, moi, ce que j'avais suggéré à Baudecroux, c'est qu'il y avait un certain nombre de gens qui payaient pas leur franchise. Donc ce que j'avais suggéré à Baudecroux, c'était d'essayer de trouver quelques pubs nationales qu'on diffuserait, qu'on encaisserait nous, qu'on diffuserait dans tout le réseau. On obligerait les franchisés à diffuser dans tout le réseau et en échange de quoi, ce serait pour nous, pour la tête de réseau, garderait l'argent. Alors on arrive en mars 85, donc seulement 4 mois après votre arrivée, et là clash avec Jean-Paul Baudecroux. Baudecroux discutait pour nous proposer un pourcentage d'Énergie Paris si moi j'acceptais de lui céder mes radios. J'entendais absolument pas lui donner mes radios. D'abord parce que je pouvais pas, j'étais associé avec Jean-Baptiste Blanchemin à 50-50 et Baudecroux voulait pas vraiment entendre parler de lui, donc ça m'intéressait pas, quoi. Donc au final, on arrive en avril 85 et du coup vous mettez un terme à votre mission à Énergie à Paris, c'est ça? C'est Baudecroux qui met un terme à la discussion qui s'éternise. Fin mars, il doit me faire un chèque qui doit correspondre à beaucoup plus que ce qu'il avait imaginé de me payer à l'année. Et donc là, il me dit, écoute, quand j'arrive un lundi matin ou un mardi matin, il y avait des vigiles à l'entrée d'Énergie avenue d'Iéna et on m'interdit l'accès de mon bureau. Et là, j'appelle Lattès, il me dit, oui, écoute, je suis embêté parce que tu comprends, Jean-Paul, il veut te mettre la pression pour que tu cèdes tes radios. Donc, il veut faire des actions contre toi. Il pense à t'attaquer en détournement d'actifs parce que il dit que t'as volé sa radio, que heureusement, nous, on avait les contrats de franchise. Donc, mais le soir même, je remontais dans un avion et je me suis réoccupé de mes stations énergie de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Sète, etc., etc., quoi. Ça dure quelques mois et puis au final, au bout de quelques mois, vous comprenez que ça va être, même en restant indépendant, mais toujours en franchise Énergie, ça va être compliqué parce que vous avez mis un terme à votre collaboration à Paris dans des termes un peu, compliqués. Vous commencez à monter un peu un projet, en fait, de monter un nouveau réseau indépendant avec votre marque. On s'est dit, c'est le moment de monter, c'est le moment d'arrêter ces conneries avec Énergie. Nous, notre force en région, c'était qu'on avait des super équipes d'animateurs. On s'est demandé avec Jean-Baptiste, on s'est dit, il faut qu'on crée un réseau de radio de toutes pièces, pas de toutes pièces, avec nos radios. On a préparé notre coup et on s'est dit, il faut de l'argent. Donc, on a d'abord essayé de monter un projet financier, puis on a trouvé l'argent. Et à partir de ce moment-là, les gens avec qui on a trouvé l'argent, on se dit, mais la radio, c'est des programmes, ça, c'est quoi les programmes? Parce qu'il faut que dans votre bande, il y a un manque, quoi. Quelqu'un qui sache ce que c'est que la musique et que la programmation. On se dit, on va tenter le coup, on va appeler Lattès. Parce que Lattès, ça faisait peut-être
3-4 mois qu'on n'avait pas de nouvelles de lui. Mais on entendait dire qu'il avait les boules parce que lui, ce qui l'intéressait toujours, c'était la radio. Donc on appelle Pierre et là on discute et lui, alors là, il s'excite comme un pou. D'abord, il avait une vision d'une ligne directrice au niveau de la programmation musicale qui était très intéressante. Et il avait un deuxième truc qui était son hobby, qui était la formation des animateurs. Et qui était de dire, on gagnera parce qu'on aura une programmation musicale qui sera en avance et on gagnera parce qu'on aura des animateurs qui seront plus malins, qui feront tous la même chose en termes techniques, mais ça se verra pas. Et donc, il était très attaché à la formation des animateurs. Et on lui a dit, écoute, nous, ce qu'on te propose, c'est faisons part à 3. Tu t'occupes de cette partie-là, Péchat s'occupe de l'argent, de la pub, et moi, je m'occupe du développement, dit Jean-Baptiste. On retourne voir nos capitaux risqueurs, à qui on présente le trio. Finalement, ils nous disent banco. Et du coup, pourquoi le nom Fun, d'ailleurs ? Le nom de Fun, ça a été une proposition. On avait de multiples propositions au niveau de l'agence de pub. On avait pensé d'abord à Chic, qu'on n'avait pas déposé. Alors voilà, on a lancé une radio à Nice qui s'appelait Chic, et Chic FM, et qui était en fait le test de la radio qu'allait faire la thèse pour Fun. Personne ne savait que c'était nous qui avions Chic. Et puis finalement, on n'est pas parti sur Chic. La thèse a très vite compris comment il fallait faire. Notamment, il avait imaginé un truc qui était fabuleux, qui était comment passer plus de morceaux de musique dans une même heure avec des tubes. C'est-à-dire que on passait beaucoup plus de tubes que les autres en raccourcissant les couplets ou des refrains, de façon à avoir plus de musique. Et on avait aussi un autre système qu'il avait mis en place il a été le premier à faire ça. C'est-à-dire quand les maisons de disques nous envoyaient des caisses de disques qu'ils allaient sortir, on les testait. C'est-à-dire je me souviens toujours, on avait une salle où on avait 8 ou 10 personnes au téléphone qui appelaient des auditeurs de la radio et qui leur disaient on va vous faire écouter des disques et vous nous dites stop quand ça vous gonfle. Et donc on a formé cette espèce de task force pour être prêt un jour X. On avait fait une réunion 2 ou 3 jours avant à Agde et 2 jours après, donc le 2 octobre, alors on a basculé sans que les animateurs soient au courant. Ça a été assez hard quand même pour un certain nombre de gens. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on ait fait dissidence d'énergie. On a fait que récupérer notre bien. C'était nos stations. À un moment, on a changé de marque. Dans la nuit du 1er au 2 octobre 85, vous dites en gros à tous vos animateurs, demain matin, ça va s'appeler Fun. Un nouveau slogan, tant qu'il y aura des piles. Et puis des tracts qui sont distribués dans la rue qui dit changer d'énergie sans changer de fréquence. En fait, tout ça, c'était orchestré et préparé par l'ensemble des chefs de station, ville par ville. Quand on a distribué les tracts, je me souviens qu'il y avait des centaines de personnes dans toute la France qui distribuaient ces tracts. C'était pas les animateurs de radio. Donc on a organisé notre lancement. Et justement, on a retrouvé des jingles de l'époque, les tout premiers jingles de Fun. Écoutez. Voilà, des jingles de 1985 que vous pourrez retrouver sur choup.fr. On a basculé 7 stations, je crois, qui étaient nos grosses stations en propre. Et puis, on a dû en rajouter très rapidement une douzaine qui étaient des stations qui n'étaient pas des énergies. Il y avait Chic à Nice, qui est devenu Fun. Il y a eu quelques autres radios. Grenoble, c'est une station à nous, donc qu'on n'avait pas ouverte. Donc, on a ouvert ce jour-là. Quelle a été la réaction de Énergie sur les 7 fréquences du coup qu'ils ont perdues ? Ils ont assez rapidement essayé de renégocier avec d'autres pour réinstaller des énergies en local. Ce qu'ils ont fait, ils ont réinstallé des énergies partout, en face de nous. Mais c'était pas gênant. De souvenir, on a eu très 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 peu de défections. Si, on a eu un type qui nous a quittés peut-être à Montpellier. Ça a dû arriver, mais c'était marginal. Et quand Baudecroux s'est réinstallé, il a repris une part d'audience. Il y a pas eu de problème. Hein. Mais c'est des stations qui sont restées très 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 longtemps, bien longtemps après mon départ, largement leader en termes de chiffre d'affaires sur chacune de ces villes. Alors les premières années au niveau des programmes, pendant 1 ou 2 ans, pas de diffusion satellite. Il y avait notamment des personnes assez connues. Didier Sinclair sur Fun à Montpellier, Jean-Luc Reichmann sur Fun à Toulouse, et aussi Julien Courbet sur Fun Bordeaux. On va d'ailleurs écouter un extrait tout de suite, un extrait d'une émission qui s'appelait Le Boogie Morning de Julien Courbet. C'était en 1986. L'affaire des cobayes humains revient à la une. Après le scandale du protoxyde d'azote, dorénavant, les expériences au protoxyde d'azote seront effectuées sur des poupées gonflables. Elles ont l'habitude. Fin de citation. Salut!
Le Boogie Morning, Courbet le brunch comme tous les matins et sa famille pour l'encadrer. Si vous aimez la bonne musique, vous avez choisi la bonne fréquence puisque Fun Radio vous proposera d'ici la fin de l'heure Crush, Jocelyne Berroir et Kassav, Robert Farrell, France Gall, Jacques Bastello, Bonheur des Dames et Liam. Attention, nous dit Chéline, car à 8h30 ce sera l'astrophone pour lire dans la boule de cristal. Est-ce que je pourrais vous dire? C'est un message... Bon allez, on va faire un petit peu de démagogie. Eh bien, voici mon message. Roulez, roulez jeunesse, à fond la caisse. Alors c'est fou de se dire que ça c'est Julien Courbet, c'était en 1986. Quand on entend Julien Courbet à l'antenne, c'était tout ce que détestait Pierre. En fait, le vrai problème, c'est que ce que faisait Julien ou ce que faisait Jean-Luc à Toulouse, etc., c'était des gens qui avaient une personnalité d'animateur. Mais la particularité de la thèse, c'était qu'en fait, on avait des commandos des jeunes animateurs et des jeunes chefs d'antenne des stations initiales qui passaient leur temps à aller de ville en ville pour aller former les équipes d'animateurs sur place tant qu'il n'y avait pas de satellite. Donc tout ça, c'était très organisé pour développer le réseau. Donc les résultats en termes de chiffres, contrairement à ce qu'on disait à l'époque, en termes de chiffre d'affaires, étaient assez satisfaisants. Mais il nous manquait une radio à Paris. Une radio à Paris, ça coûtait très 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 cher. Il nous fallait 30 millions supplémentaires qu'on n'avait pas. On essaie de se rapprocher de plusieurs partenaires pour trouver une fréquence à Paris. On se rend compte que ça va être très cher, ou on se rend compte surtout qu'ils vont avoir des prétentions de direction du réseau, de direction de l'antenne, de mainmise. On n'avait pas voulu le faire avec énergie, donc on a renoncé à ça. Et puis on a eu un espèce de coup fourré de nos capitaux risqueurs au départ, qui ont essayé de nous dire on vous amène l'argent qu'il faut pour acheter la radio, mais vous allez baisser votre participation et vous allez la donner à l'associé qui va amener l'argent. Et au dernier moment, on a découvert que l'associé auquel ils avaient pensé pour apporter l'argent, c'était Europe. Et nous, on n'y tenait pas spécialement. Donc, à partir de ce moment-là, on a établi une stratégie avec nos conseils qui a été d'essayer d'écarter nos capitaux risqueurs. Alors, c'est pas facile dans une société quand des gens ont 30% du capital. On a fait à l'époque quelque chose qui était assez osé, c'est-à-dire qu'on a déposé le bilan de Fun Radio. On s'est rapproché d'un groupe important qui était le groupe Ersan. Ils avaient surtout une radio à Paris qui s'appelait Chic FM. Oui, ils avaient repris la marque qu'on avait malencontreusement oublié de déposer à l'époque et que Robert Ersan a repris. On a conclu avec lui, on a un préaccord. On a déposé le bilan et on a réussi un retournement, donc à se séparer de nos associés qui eux-mêmes ont été dédommagés par le groupe Ersan. On a déposé le bilan, mais l'intégralité de tous les fournisseurs qui ont été plantés par le dépôt de bilan ont tous été payés et le plan de remboursement du passif a été assuré à 100%. Donc vous fusionnez les deux réseaux et vous gardez le nom Fun et vous vous installez à Neuilly-sur-Seine dans les anciens studios d'Eddie Barclay qui étaient les studios de Chic FM. Voilà, absolument. C'était Pierre Lattès qui a été au courant des programmes. Quand il était à Paris et qu'il faisait ses programmes pour les radios de province, c'était assez facile à gérer finalement. Mais quand il a été à Paris en contact permanent avec les animateurs qui étaient là, c'était assez difficile. Un des animateurs phares de l'époque, c'était Nagui, sur Chic. Il a jamais voulu travailler avec Nagui, qui était un garçon super. C'était pas la radio qu'il voulait faire. Au bout d'un certain temps, il y a eu une rivalité entre Jean-Baptiste qui avait compris à quel point les animateurs faisaient partie intégrante du succès de l'antenne, alors que pour Pierre, le succès de l'antenne, c'était d'abord la programmation musicale. Pierre Lattès, c'était un petit peu, ses conseils d'animation, c'était un petit peu des speaks de pas plus de 30 secondes, une seule idée par intervention, etc. C'était absolument ça. Et puis c'est pas toi la vedette, c'est ce que tu passes. C'est pas faux. Mais par contre, l'assaisonnement, c'est l'animateur. Il y a eu un clash entre Jean-Baptiste et lui à l'époque. Moi, j'y ai peu participé, mais je sais que je suis rentré un jour, je suis revenu un lundi matin et on m'a dit écoute, voilà, c'est fini, la thèse dégage, etc. Max Reynaud, qui était un chef d'antenne de Carcassonne, qui avait beaucoup tourné avec Pierre, etc., qui a repris la main sur la programmation musicale, mais il était complètement sous l'autorité de Jean-Baptiste, qui lui s'occupait de l'antenne. Alors on va s'écouter peut-être un jingle de cette époque. Donc c'était en 1989, c'était le top horaire de Fun Radio à l'époque. Le slogan c'était la meilleure radio. Alors un top horaire de 1989 et en 1989, Ersan appelle un nouveau dirigeant à son bord, Benoît Sillard. Quand on est arrivé à Chic, il y avait un patron du groupe Ersan qui était là, qui était un super administratif, qui s'appelait Daniel Vaucan,
qui est parti, je sais plus trop dans quelles conditions, et alors qu'on s'entendait à voir arriver quelqu'un qu'on connaissait et avec qui on avait des atomes crochus, on a vu arriver Benoît Sillard. Moi, j'avais rendu un rapport pour expliquer qu'on était tout seul, on était isolé sur le marché de la pub. Le marché publicitaire local, on l'avait. Donc, maintenant, on est en train de se battre avec le satellite sur le marché publicitaire national. Et autant sur le marché publicité local, je pense que j'assurais tout à fait, autant sur le marché publicitaire national, j'avais pas de prétention de connaître ce marché et de le travailler et de l'optimiser. Et pour ça, les régies nationales, ça a été à l'époque IP pour RTL, régie numéro 1 pour Europe. Donc l'idée, c'était de se rapprocher d'eux pour vendre des couplages. R100, qui ont commencé à en avoir marre de perdre de l'argent tous les ans. Donc moi, j'ai commencé à rencontrer les autres régies. Il y avait un certain nombre de gens qui étaient intéressés et il y a des gens qui semblaient plus intéressants que d'autres, c'était RTL. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas pris le virage de la FM. Ils étaient partis beaucoup plus tard que Europe 1. J'ai fini par rendre mon dossier en disant voilà, s'il y a un partenaire avec qui on a des chances de s'entendre. Moi, je commençais déjà à avoir un peu d'autres idées et d'autres projets. On cherchait un bon partenaire pour l'avenir pour la radio. Et finalement, on s'est rapproché. La décision a été prise de se rapprocher avec RTL et de fusionner la régie, de faire absorber la régie Fun par IP. IP, c'est-à-dire Havas. Sillard est arrivé, disons, dans l'année qui a précédé la session. Mon désengagement à moi, il était déjà acté. Moi, je m'occupais de mon boulot qui était de vendre, de faire marcher la régie et de faire rentrer de l'argent. Donc, Sillard est arrivé, il s'est assez vite chauffé avec Jean-Baptiste. Et donc, quand ça a été vendu avec RTL, ça a été le moment où on est sorti, en fait, à quelques mois d'intervalle. Fun Radio s'est développé dans les pays de l'Est à la fin des années 80. C'était sous votre direction ou c'était sous Sillard? Oui, non, c'était bon. On avait un garçon qui était un chef d'antenne, Didier Sola, qui était chargé de développer Fun dans les pays de l'Est. En fait, il était surtout chargé d'aller trouver des gens qui acceptaient nos émetteurs et à qui on envoyait des disques. C'était notre action de charité. On savait absolument pas ce qu'ils faisaient. Donc c'était vraiment, que ce soit en Pologne, ou que ce soit en Tchécoslovaquie, ou que ce soit en Roumanie. On a fait le lancement de Fun, je crois, à Varsovie ou à Cracovie. C'était mémorable, quoi. C'était vraiment. Après, quand le dictateur local a été mis dehors, on a lancé très rapidement Fun. Et là, j'étais encore là. Mais j'étais déjà à RTL, j'étais déjà à IP, je veux dire. J'étais plus dans la radio. La radio, à partir du moment où où la décision de vente avait été faite, je m'occupais plus vraiment du produit, quoi. En tout cas, on parlera en détail de la nouvelle vague de programmes mise en place sous la direction de Benoît Sillard dans la suite de l'histoire de Fun Radio dans Des Androcast. Merci Eric d'être intervenu et de nous avoir raconté en détail la création du réseau Fun. À bientôt. Au revoir. Si vous souhaitez écouter la suite de cette série, la deuxième partie est dans le prochain épisode. Et sachez que la suite est déjà disponible sur Des Androcast Premium. Et d'ailleurs, exclusivement au sein des Androcast Premium, il y a aussi 20 minutes d'extrait de Fun Radio daté de 1991, absolument inédit. Pour devenir membre, c'est seulement 1 € par mois sans engagement. Et cela permet de montrer votre soutien au projet Vocast. C'est très simple, rendez-vous sur premium.vocast.fr. Des ondes Vocast.